troisième et dernière partie de notre émission consacrée à la commémoration des 30 ans du génocide des Tutsis. Nous étions en train de parler des cerveaux, ou du moins des chefs d'accusation retenus contre les principaux cerveaux de ce génocide qui a entraîné la mort de 800 000 Tutsis. On doit avouer par honnêteté que Patrick Mbeko avait effectivement raison quand on parlait notamment du colonel Bagosora, qui a été bien entendu reconnu coupable par le TPIR de crimes de génocide, mais exempté, en tout cas acquitté de chef de crime d'entente. Nous sommes obligés de le dire par honnêteté, mais ce qui effectivement n'enlève absolument rien au drame dont nous parlons dans cette émission. Madame, j'ai dit dans mon mot introductif, j'ai posé la question, comment se porte le Rwanda aujourd'hui? Comment vivez-vous aujourd'hui? C'est vrai que vous vivez depuis des années en France, mais vous avez encore de la famille au pays. Comment les Rwandais, toute ethnie confondue, vivent aujourd'hui les uns avec les autres? Est-ce que vous avez réussi à transcender ce qui vous a tant divisé et qui vous a fait tant de mal? Au Rwanda, les gens vivent bien. Ils cohabitent. Surtout que tout a été revu. Il n'y a plus d'ethnie au Rwanda. Aujourd'hui, il n'y a plus de carte d'identité qui porte la mention Hutu, Tutsi ou toi. Ça n'existe plus. Est-ce que vous êtes au courant qu'on avait des cartes d'identité comme ça? Où c'est précisé l'ethnie d'appartenance? Toute pièce d'identité devait porter mention ethnique. Et les enfants nés de l'union des deux? Oui. Comment? Très bonne question. L'ethnie du père. C'est l'ethnie du père. C'est une très bonne question que vous posez, pardon, Charles, parce que, vous savez, dans l'histoire du Rwanda, moi, je le dis très sincèrement, autant je compatis avec Madame Munyakazi, autant je ne suis pas d'accord avec elle quand elle sanctuarise pour en faire un drame exclusivement Tutsi. Et c'est ça la contradiction. Mais parce que on dit qu'il n'y a plus de chef. Je parle de ce que j'ai vécu. Oui, je comprends. Mais je sais que le matin, le soir du 6, après, quand on a abattu l'avion de Habyarimana, tout de suite des barrages devant les maisons des Tutsis, n'est-ce pas? Pourquoi les Hutus ont pu fuir jusqu'au Congo, jusqu'au Cameroun, jusque dans... Ils ont été massacrés au Congo, les Hutus. Mais je veux dire une chose, Madame Munyakazi. Moi aussi, j'aurais aimé qu'une partie de ma famille aille au Congo, qu'ils puissent avoir des rescapés qui vont jusqu'en Europe. Je comprends, Madame Munyakazi. C'est vrai. Je comprends parfaitement. Parce qu'ils étaient protégés. Non, je vous comprends. Moi, je vous dis, moi, je compatis avec vous, très sincèrement. Mais je vous donne un exemple. Mais je me demande pourquoi la famille du chanteur Corneille? Le père était Tutsi. Est-ce que vous étiez là, monsieur? C'est Corneille qui raconte l'histoire. Comme vous, Corneille écrit un livre sur l'histoire de sa famille, sur son histoire. Son père était Tutsi. Toute sa famille a été massacrée par les hommes de Kagame. C'est ce que Corneille dit. Et il n'est pas le seul. Vous avez aujourd'hui au Rwanda beaucoup de rescapés Tutsis qui se plaignent de ce qui se passe. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que les recherches aujourd'hui, quand on voit émerger d'autres connaissances? Je ne veux pas mettre en doute ce que dit madame, mais on observe aussi au Rwanda aujourd'hui, parce qu'on dit que c'est un pays qui est uni. Non, le Rwanda n'est pas un pays uni. C'est un pays qui est sous la férule d'une dictature féroce. Vous avez aujourd'hui, dans les 30 ans du génocide, un groupe, il n'y a que le survivant Tutsi qui ont le droit de commémorer. Les survivants Hutus et toi, oui, il y a un droit. Mais les survivants Tutsis aussi, attendez. Monsieur, qui les empêche de commémorer? Ils ne peuvent pas commémorer tout simplement parce qu'on ne veut pas les reconnaître. Est-ce que je dois demander autorisation de me souvenir? Oui, mais Madame Munyakazi, vous connaissez la réalité de votre pays. Transcendons ce point. Il faut différencier. Je vais apporter une nuance. Parce qu'elle a dit tantôt qu'il n'y a pas de mention ethnique. C'est vrai que sous le président Habyarimana, il y avait des mentions ethniques. Oui. Aujourd'hui, on n'a pas. Mais les Rwandais savent qui est Tutsi, qui est Hutu. Et vous savez le fait de ne pas avoir la mention, déjà, c'est quelque chose. Attendez. Dans un rapport confidentiel de l'ambassade des États-Unis à Kigali, envoyé au département d'État. Je sais que je suis en face d'un politicien. Moi, je suis venu vraiment pour rendre hommage. Oui, c'est ce qu'on va faire. Un diplomate américain dit ceci. Un diplomate américain dit ceci. Il dit, et je peux vous présenter ça parce que moi j'aime les preuves hors de tout doute raisonnable. Il y a le diplomate américain de l'ambassade des États-Unis qui soutient le Kagame, je rappelle. Ils disent,
il faut faire attention parce que l'abolition de la mention ethnique ne change en rien le rapport de force et de pouvoir qui règne au Rwanda où les Tutsis... Ne serait-ce que sur le plan de la symbolique. Mais sur le plan de la symbolique... Sur le plan de la symbolique. Alors, c'est important, Gracien. Il faut dire une chose. D'abord, il faut dire une chose. Pourquoi ils mettaient la mention ethnique? C'était pour savoir qui est Hutu, qui est Tutsi. Je vous défie d'aller à Kigali, de me dire tel, si tel ou tel est Hutu ou Tutsi. Là, je continue. Je continue parce que vous n'avez pas besoin d'aller à Kigali parce que il suffit de traîner en France ici, vous allez savoir. La communauté rwandaise est divisée entre ceux qui soutiennent le régime. Divisée sur Hutu. Non, ce n'est pas soutenu. C'est pas la question. C'est pas la question. S'il vous plaît. C'est vrai, on a deux camps. Mais oui, c'est ce que je vais vous dire. Il y a des gens qui ont fui. Il y a des familles génocidaires qui sont ici. J'ose le dire. Comment? Ils ont peur. Ils ont peur d'abord d'approcher les autres. On ne les fuit pas. On voudrait bien même les voir. Vous êtes sûre, madame? Oui, bien sûr. Parce que moi, j'ai interrogé beaucoup. Oui. Si moi, je vous dis, moi, je suis chercheur. Moi, je ne vous dis partout. Moi, j'ai parlé là des Tutsis. Moi, la différence entre vous et moi, je vais vous dire, c'est quoi? Moi, je ne suis pas rwandais. J'ai la liberté de parler à tous les Rwandais sans complaisance. Et j'ai vu chez les Rwandais cette division. C'est la raison pour laquelle j'ai dit tantôt à Gracien, je n'ai pas besoin d'aller à Kigali. Je suis ici, je sais comment ça se passe. Moi, j'ai dit... Moi, ce que j'ai dit... Vous n'avez pas la vérité, vraiment. Moi, ce que j'ai dit... Chacun sa vérité. Vous ne pouvez pas... Non, alors, juste... Il y a deux camps. On a des bourreaux. On a des gens qui sont venus ici en 1994. Après avoir massacré les Tutsis. Mais comment pouvez-vous traiter vos compatriotes du génocide alors qu'ils n'ont pas été punis ou jugés? Vous allez dire que des milliers... Parce que ceux qui sont partis, on n'a pas pu juger tout le monde. Alors je rappelle... Vous allez dire que des dizaines de milliers de Hutus rwandais qui sont ici sont des génocidaires? Je n'ai pas dit tout. Mais il n'y a personne qui le dit au Rwanda. Personne qui le dit. Des extrémistes Hutus. Personne ne le dit. Alors, je vais dire un mot. D'abord, ce que j'ai dit, d'abord, on ne peut pas les différencier facilement qui est Hutu et Tutsi. Et ce qui veut dire qu'aujourd'hui, au Rwanda, il suffit d'aller au Rwanda, discuter avec les gens, on peut revoir les gens. La fameuse dictature dont vous parlez, au Rwanda, quand on y va, on ne voit pas ces dictatures. Je pense qu'il y a beaucoup de pays, même y compris il y a même des officiers Hutus aujourd'hui. Bien sûr. C'est mélangé. Il y a même le ministre de la Défense. Le rapport américain dont je vous parle, justement. Non. Le rapport dit ceci. Pas de rapport vous avez à la tête, quand vous voyez un Hutu au Rwanda, dans des postes de responsabilité, la personne qui vient juste après est un Tutsi et c'est lui qui détient le vrai pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça peut être un rapport. Comment est-ce que on sait bien ce que les Américains sortent. Mais dans tous les cas, on a les Hutus qui ont des... D'ailleurs, on les différencie même plus. On a les gens qui ont des fonctions. Il y a des militaires, y compris. Figurez-vous que le général Gwagafilita, qui était dirigeant du FPR, non, du FDLR au Congo, on l'a ramené au Rwanda, il a eu des responsabilités, il est resté général. Exactement. Il y a des gens qui sont venus, il y a des militaires, il y a beaucoup de militaires Hutus au Rwanda. Et ce qui se passe au Rwanda, il y a un développement, il y a la liberté. Moi, j'ai vu au Rwanda... Gracien, s'il vous plaît. Critiquer les ministres. Monsieur Gracien, c'est la raison pour laquelle je vous dis justement que, en fait, vous me rejoignez sans vous en apercevoir, parce qu'au final, en fait, la question ethnique, elle a toujours été accessoire. Mais il n'y a jamais eu... Moi, je n'ai pas... Avançons, alors on va avancer. Moi, j'ai une petite question. Oui. Je voulais savoir qu'est-ce qu'il a ce monsieur contre le Rwanda, pourquoi vous êtes acharné? Je n'ai rien contre... Je peux vous dire très sincèrement, Madame Munyakazi, je n'ai rien contre le Rwanda. Quand les bonnes choses se font au Rwanda, moi je salue. Moi, c'est par honnêteté intellectuelle. Moi, je n'ai pas une posture militante, Madame Munyakazi. À la différence, mais elle a posé une question. Oui, mais moi je dis ceci. Je n'ai pas de posture militante. J'ai le regard d'un observateur qui a une distance par rapport aux événements. Moi, écoutez, vous venez de dire ici que vous êtes deux camps ici. Oui, c'est normal. Oui, c'est naturel. Non, c'est pas naturel. Comment les ethnies? Non, ici, ils ont deux camps.
Aujourd'hui, la communauté rwandaise est divisée. Il est divisé. J'arrive. Patrick Meko, oui, mais l'ethnie ne s'efface pas quand on quitte son pays. Mais elle vient de vous expliquer qu'on a aboli la mention ethnique. Oui, sur le plan de la symbolique. Sur le plan de la symbolique. Toutes les communautés africaines ici sont divisées. Même vous êtes divisés. Alors on va laisser madame. Moi, juste une invitation. Monsieur, j'aimerais bien vous inviter un jour qu'on aille au Rwanda ensemble. Pour qu'on me liquide? Non. Je vous rassure que vous allez revenir. C'est vrai. Si le président Kagame m'invite, on laisse madame terminer son point. Monsieur, je n'ai pas dit qu'il y a deux camps parce que ça s'est créé comme ça. Ça s'est créé à cause du génocide. Imaginez que les gens, ils ont fui le Rwanda depuis 1994. Pour eux, ils vivent dans les années passées. Ceux qui sont au pays, ce n'est pas la même chose. Les gens cohabitent, ils font tout ensemble, ils travaillent ensemble. La vie est devenue normale. C'est qui est normal, maman. Mais ici, les gens se cachent. Madame Onyakazi, moi j'ai vu le même phénomène au Canada, d'où je viens. J'observe le même phénomène. Maintenant, dans le cadre de mes recherches, j'ai discuté avec un Rwandais qui est, lui, moitié Hutu, moitié Tutsi. Et qui est un ancien ministre. Je lui demande, mais comment vous faites? Parce que quand vous avez parlé tantôt ceux qui sont au milieu là, oui. Mais je vous ai dit c'est une très bonne question. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Rwandais prennent l'ethnie du père. Mais il n'en demeure pas moins que ceux qui sont issus du milieu, en fait, ils sont moitié Hutu, moitié Tutsi. Oui. Ceux-là ne savent même pas se positionner. Pourquoi? Parce que du côté des Tutsis, on ne veut pas sentir les Hutus. Et du côté des Hutus, c'est pareil. Mais on n'a pas besoin des gens qui sont positionnés. C'est ça. Non, mais on n'a pas besoin. Le Rwanda est unique, il appartient à tout le monde. Construire ça, moi, je peux vous donner un cas. Pour construire ça, il faut la vérité, la paix des cœurs. Il ne faut pas juste sanctuariser ce crime. Les gens, ils peuvent ne pas être... Moi, je vous dis personnellement, moi, je suis de l'ethnie Tutsi, comme on l'a dit. J'étais capitaine de l'armée burundaise. J'ai fait la sécurité du président Dadaï. Je l'ai défendu une fois, il voulait le tuer, l'armée qui était dominée par les Tutsis. Je me suis mis à dos les gens, mais je le défendais. Je vous dis que le président Dadaï, qui était Hutu, il avait plus confiance en moi, plus qu'à ses... Exactement. Mais c'est vrai ce qu'il dit. Donc, c'est vrai pourquoi? Parce que la question ethnique, pour le tuer, elle a toujours été... On a dû l'éloigner. Oui, mais ce qu'il dit, c'est pourquoi c'est fondamental. Allez au Rwanda. Mais vous avez entendu parler des miliciens? Il ne m'a pas répondu. Non, il va vous répondre. Non, je vais l'obliger à vous répondre. On parle de milices Interamwe, ceux qui ont massacré beaucoup de Tutsis. Oui. Est-ce que vous savez que l'un des présidents des Interamwe était Tutsi? Est-ce que vous savez ça? Non, qui? Vous ne savez pas que le président des Interamwe était Tutsi? Qui? Non, attendez. Vous ne savez pas que parmi les Interamwe, il y avait des Tutsis? Je ne connais pas. Je vous dis qu'il y avait des Tutsis. Ça ne systématise rien du tout. Justement parce que je vous donne ces exemples-là. Pourquoi? Pour vous dire que la question ethnique elle-même, elle a été instrumentalisée par des politiciens véreux. Que ce soit du côté des Hutus ou du côté des Tutsis. Écoutez, je vous cite un officier Tutsi de l'armée de Kagame. Le 7 avril, les massacres commencent. Quel officier déjà? J'arrive, il s'appelle Jean-Marie Mukombero, mais j'arrive. Il dit, attends, j'arrive. Ah oui, attends, je le connais. Je le connais. Attendez, je vais le citer. Bon, okay. Je vais le citer. Je ne dis pas qu'il a commis au Rwanda pour qu'il parte à l'étranger. Il dit, ils ont demandé, quand les massacres commencent, ils demandent, l'officier Tutsi, les militaires Tutsi demandent à intervenir pour aller arrêter les massacres. Mukombero demande à Charles Kayonga, qui est proche de Kagame. Kayonga lui répond ceci. Après avoir consulté Paul Kagame, il leur répondit qu'il fallait attendre que beaucoup d'atrocités soient commises et qu'elles soient connues de tous avant de les autoriser à sortir. Kagame s'est autoproclamé, ça c'est un autre qui dit, le sauveur des Tutsis, alors que c'est lui qui a rendu possible leur extermination et qui nous a même empêché de leur venir au secours. Alors que nous avons... Non, j'arrive. Un autre, ce n'est pas... Il y a un autre, général Dallaire. Ah oui, le Canadien. Voilà. Quand j'ai demandé à Kagame d'aller directement à Kigali pour arrêter les massacres des Tutsis, il m'a répondu que s'il y avait un prix à payer, ce serait à ces Tutsis-là de les payer. Un autre, Jean-Paul Mugabe, qui dit « Kagame n'aspirait qu'à être l'homme fort du Rwanda, le sang des Tutsis et des Hutus modérés n'avait à ses yeux aucune importance. » Un autre, André Guichawa, chercheur ici en France, quelle que soit l'hypothèse stratégique qui a prévalu, relevant aujourd'hui que la version officielle de l'histoire rwandaise, accréditée depuis la fin de la guerre par le camp vainqueur, occulte un élément essentiel à la compréhension des événements. Le mouvement rebelle issu de la diaspora Tutsi
n'est pas entré en guerre ni ne l'a conduite pour sauver les Tutsis. Il s'est emparé par la force du pouvoir à Kigali au prix de la vie de ses compatriotes. Pourquoi je donne ces exemples-là? Parce qu'on avait d'abord... Une chose. Je finis. Laisse-le finir. Pardon, tu prends la parole. Je finis. On n'a pas besoin d'entendre tout ça parce que c'est pas la vérité. Madame Ounyakazi, ce n'est pas moi. Ça, je cite des gens. Non. Pourquoi? Parce qu'on avait d'abord un conflit, je voudrais dire, qui était politico-militaire. Finissez vite. Et quand l'ONU a voulu intervenir, qui a demandé à l'ONU de quitter le Rwanda et a donné 48 heures à l'ONU pour quitter le Rwanda? C'est Kagame. Pas du tout. Une chose. Non, je vais répondre une chose. On a une partie de la question que Madame a posée. Oui. Madame disait pourquoi il est contre le Rwanda. Au fond, il n'est pas contre le Rwanda. Je ne suis pas contre le Rwanda. Madame Ounyakazi, moi je vous dis, moi je suis même... Je dis ici, je dis devant cette chaîne, moi je peux soutenir Madame Ounyakazi pour les Tutsis. Pour lui montrer que le général Dallaire, ce qu'il a dit, ce qu'il a demandé au président Kagame, c'est de ne pas intervenir tout de suite quand il y a eu l'attentat de l'avion. Bon, c'est pas bien sûr, ça a été... Bon, ça c'est votre interprétation. Il faut le laisser. Et le Michombero, qui vous dit qu'il a demandé à Charles... Ils étaient à un niveau où ils ne pouvaient pas accéder à lui directement. Parce que lui, il commandait une région, donc il ne pouvait pas y accéder. Tout ce qu'il dit... Théogène Rudasingwa, qui est allé à New York. On ne peut pas parler de tout le monde. Théogène Rudasingwa était avec s'il vous plaît. Parce que Théogène Rudasingwa était le directeur de cabinet de Kagame. Ce que les uns et les autres disent ça n'a pas d'importance. Les gens peuvent dire... Oui, il y a des constructions, mais en réalité, pour sauver l'armée, le FPR n'a pas commencé la guerre pour sauver les... Est-ce qu'aujourd'hui... Parce qu'il n'y avait pas des massacres, de génocide. Merci Gatien. Merci Gatien Rodikiza. Madame, vous savez, même quand on parle de la Shoah, vous avez des gens qui demandent de relativiser un peu les choses ne sont pas tout à fait passées comme ça. Donc c'est normal, ça fait partie de la dynamique, ça fait partie de la construction des faits historiques. Il faut l'entendre, il faut faire avec. Le plus important, la question la plus importante aujourd'hui, c'est comment vous réussissez à transcender les vieux démons. Quand je préparais cette émission, j'ai écouté le témoignage d'une rescapée qui dit... On est venu chez nous, ils ont tué ma mère, j'ai passé la journée à nettoyer l'appartement de son sang, et le plus dur, c'est qu'ils ont donné son corps aux chiens. Et elle dit, je ne suis pas d'accord avec le mot génocide parce que ce mot-là ne dit pas tout ce que nous avons vécu. Et vous sentez qu'il y a de la douleur, de la colère, de la révolte. Parce qu'on est allé au-delà de l'horreur. Dans certains cas, en tout cas. La question, c'est comment on réussit à cimenter, malgré tout, l'unité, la cohésion, et vivre avec les plaies du passé. Parce que la survie était nécessaire d'abord. Puisqu'il n'y avait pas... D'abord, moi, je suis en France, il y a d'autres qui sont dans d'autres pays, mais il y a des rescapés qui vivent au Rwanda. Bien sûr. Ils étaient obligés. Moi aussi, je suis restée après le génocide parce que je devais prendre des informations où ils ont jeté les miens ou comment ils ont été tués, tout ça, bien que je ne suis pas parvenue. Monsieur, pour vous dire comment c'est très grave, les bourreaux, ils ne montrent même pas où ils ont mis les corps des nôtres. Ou bien, c'est comme... Vous n'avez pas eu droit au corps de vos 3 filles qu'ils ont tuées? Comment ça? Et comment ça? Vous ne savez pas où elles ont été enterrées? Ils vous disent dans des fosses, mais vous ne retrouvez aucun signe de toute ma famille, ni pour tous les Tutsis. Ils ont été machetés comme des déchets. Ils les ont jetés même dans les lacs, partout où ils voulaient. Malgré tout, vous trouvez la force, vous continuez. Oui, malgré même des gens qui se permettent de parler sur le génocide qu'ils n'ont pas vu. C'est une horreur.
C'est quelque chose qu'on ne peut pas se permettre de parler des rescapés, de parler du génocide des Tutsis. Et de dire que, voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous êtes politicien ou pas. Non, je ne suis pas politicien, je suis chercheur. Mais moi, est-ce que vous savez comment on a survécu? Est-ce que c'est l'ONU dont vous parlez qui nous a sauvés? Malheureusement, non. Est-ce que c'est la communauté internationale qui est en train aujourd'hui d'écrire n'importe quoi? Oui, mais... Ou bien c'est les Rwandais qui nous ont sauvés? Vous voulez dire Kagame? Dites justement Kagame. Moi... quand je parle, il n'était pas seul. Oui, mais je veux vous mais oui, mais on laisse madame finir et puis vous direz votre mot de la fin. Moi, je ne suis pas hantée par quelqu'un. Je suis hantée par des gens qui nous ont arraché des vies humaines. Oui. C'est ça. C'est très grave. Qu'aujourd'hui, on passe aux gens qui dirigent ou pas, mais sans penser comment ces gens sont aujourd'hui. Ces Nations Unies, il faut leur écrire que les rescapés, ils souffrent, ils ont souffert depuis 1994. Ils cherchent la force. Ils ne cherchent pas à venir ou qu'on envoie des messages comme ça. On se souvient des Hutus, de toi. Moi, je n'ai pas vu de mes propres yeux un Hutu tué dans mon quartier ni là où j'étais. Franchement, ça vous mentir. J'ai su que les politiciens ont été massacrés. Et c'est ce que je me disais avant le génocide. Je me disais, les hommes politiques, ils étaient en discorde avec le gouvernement qui était en place. On se disait, quand les miliciens chantaient toute la ville de Kigali, on se disait, c'est les politiciens qui vont s'attaquer eux-mêmes. Mais on ne pensait pas à tout le peuple rwandais, Tutsi, aux enfants, aux vieilles personnes, aux personnes handicapées, mais pour vraiment exterminer une race. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le reste, ça n'a pas d'importance. Moi, Richard, moi, juste ce que je voulais ajouter. Quant à savoir comment l'avion de Habyarimana a été abattu, un avion, combien d'avions sont écrasés? Est-ce que... Pour vous, c'est fait banal. Ça ne veut rien dire. Il est mort. Il est mort, d'accord. Il est mort, mais ça ne doit pas emporter 1 million de gens, bien sûr. 1 million de citoyens comme ça, innocents, qui n'ont rien fait. Ok, ce qu'on peut dire, c'est que quand juste l'avion a été abattu, après quand le génocide a commencé, le 7, ce sont les combattants du FPR qui sont sortis de CND, qui sont sortis pour sauver les Tutsis qui étaient dans certains endroits. Et le président Kagame, il a lancé ses forces le 7, dans l'après-midi, pour sauver beaucoup de Tutsis. Il faut dire qu'il a sauvé, s'il n'y avait pas l'intervention du FPR, si par exemple, contrairement à ce que les gens disent, comme quoi il a laissé tuer les Tutsis, s'il n'était pas intervenu, même en force, parce qu'ils sont arrivés rapidement à Kigali, il y aurait eu beaucoup plus de morts. Donc, on doit vraiment reconnaître, quels que soient les gens qui peuvent juger, on doit reconnaître que l'intervention de l'armée, la rapidité de l'armée a sauvé beaucoup de Tutsis du génocide. Mais le point sur lequel je souhaiterais que vous nous apportiez votre analyse, c'est est-ce que nous sommes aujourd'hui en situation d'éviter ce genre de drame, quand on sait que même 10 ans après le Rwanda, on a eu le Darfour, où il y a eu plus de 200 000 morts officiellement, et qu'aujourd'hui, dans l'est de votre pays, la RDC, il se perpétue des massacres que la communauté internationale, la même communauté internationale que Kofi Annan regrettait de n'avoir pas vu secourir les Rwandais. Est-ce qu'aujourd'hui, quelque chose a changé 30 ans après? La réponse est non. Tant que la réelle politique continuera à guider les décisions des États, je pense qu'on pourra revivre ces mêmes événements. Vous avez dit 10 ans après au Darfour, mais je vous rappelle que 2 ans après le génocide au Rwanda, les hommes de Kagame ont envahi l'est du Congo, ils ont massacré systématiquement les hommes, les femmes et les enfants, Hutus, et aussi les Congolais. Il y a un rapport de l'ONU qui s'appelle le rapport Mapping, qui parle d'un possible génocide. Dans le cas de Kagame, ce n'est pas encore... Tout ce que je vous dis ici, vous aurez remarqué, je ne vous ai pas donné mon avis, à part mes analyses des questions. Je vous donne des points qui
sont vérifiables et précis. Moi, je n'ai pas une posture militante. Non, moi, je ne suis pas venu ici pour défendre un camp ou un autre. J'observe et j'analyse avec la plus grande rigueur les faits. Je peux me tromper, bien entendu. Mais les faits restent les faits. Et donc, si on veut éviter ce genre d'événements, il faut éviter les comportements qui les génèrent. Au Rwanda, c'est une guerre qui a généré ça, qui est une guerre qui a culminé à l'assassinat d'un chef d'État. Et c'est l'ONU qui a dit qu'il y a un lien, que l'attentat est l'élément déclencheur du génocide. On a laissé faire au Rwanda pour des raisons de réel politique. Je rappelle simplement, Richard, c'est très important de le dire, au Rwanda, il y avait des casques bleus de l'ONU, comme il y en a aujourd'hui à l'est du Congo. Il y avait, dans tout le territoire congolais, il y avait les casques bleus de l'ONU. La Minoire. Non, la Minoire. Ah, la Minoire d'abord. Oui, la Minoire d'abord. Il y avait la Minoire. Oui. Lorsque le génocide... Que Dallaire dirigeait. Exactement. Il dirigeait le commandement militaire, c'était dirigé par un diplomate camerounais, Jacques-Roger Boubou, qui a écrit un livre important qu'il faut lire. C'est très important, il faut écouter les Africains qui étaient témoins de tout ça. Alors, quand le génocide commence, la mission des Nations Unies au Rwanda n'intervient pas. Bien au contraire, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui soutenaient Kagame, ont fait pression pour qu'on réduise les casques bleus. Comment comprendre qu'une mission censée être une mission de maintien de la paix puisse être réduite, que ses effectifs soient réduits, alors que les gens sont en train de se faire massacrer. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Français? J'arrive. Qu'est-ce qu'ils ont dit les Français? Pendant que les gens sont en train de se faire massacrer. Pourquoi est-ce qu'on a réduit les forces de la Minoire? Parce qu'il fallait permettre à Kagame de s'emparer du pouvoir par la force, parce qu'il avait une supériorité militaire par rapport aux forces armées rwandaises. Et une fois que Kagame est en position de prendre tout le pouvoir, vous savez ce qu'on a fait? On a voté un mandat, une nouvelle résolution de l'ONU pour remettre la même mission qui était sur place avec les mêmes règles d'engagement. Donc, c'est pour dire que les gens sont aussi morts à cause du cynisme des intérêts qui guident la réelle politique de certains États. Donc, Kagame lui-même, puisque lui, il faut quand même rappeler que Kagame avait demandé à ce qu'il n'y ait pas d'intervention parce qu'il voulait s'emparer du pouvoir par la force. Donc moi, je crois aujourd'hui qu'il faut que l'Union africaine prenne des dispositions pour éviter ce genre de choses. Kagame n'a jamais demandé à ce que la Minoire n'intervienne pas pour sauver les Tutsis. En tout cas, tant que la réelle politique va guider les décisions des États, nous allons encore revivre les mêmes choses, malheureusement. Merci, Patrick Mbeko. Vous vouliez corriger très rapidement quelque chose? Oui, justement, je voulais dire qu'en fait, le Rwanda, le FPR, notamment Kagame, il a toujours demandé à ce que la Minoire intervienne pour protéger les gens, ce qui n'a pas été voulu. Et vous avez cité les Anglais et les Américains, mais vous ne citez pas les Français, par exemple, qui ont commencé, juste après l'attentat, qui ont visé, il y a des rapports, qui visaient les Belges. Il y avait des rapports qui étaient envoyés dans leur pays. Alors, on a fini l'émission, malheureusement. L'émissaire de Kagame a lui-même dit que j'ai honte de ce que j'ai fait. Théogène Rudasingwa, qui est mieux placé que vous parce qu'il était l'émissaire de Kagame aux Nations Unies. Il a dit lui-même dans son livre, j'ai honte de ce que j'ai fait. Pourquoi il le dit maintenant? Pourquoi il le dit maintenant? Pourquoi il ne le disait pas avant? Il a décidé de dire la vérité. Ça, c'est une bonne question aussi. En tout cas, il est Tutsi. Merci. C'est parce qu'il veut arriver au pouvoir maintenant avec l'aide du Congo. C'est pour ça qu'il va dire n'importe quoi. Mais il ne le disait pas avant. Pourquoi les gens disent des choses? Mais est-ce que ce qu'il a dit est faux? C'est vrai. C'est faux. C'est faux entièrement. Vous n'étiez pas là. C'est faux. Comme je disais, celui qui était l'émissaire de Kagame lui-même. Bon, alors, on a bien compris. Sur certains points, il n'y aura jamais absolument, totalement. Je le dis, je le redis ici à Madame Onyakazi, sachez, Madame, que ce qui est arrivé à votre famille, moi, j'ai compati. Et comme pour tous les Tutsis, je le dis ici, si vous avez besoin de moi pour vous soutenir, sachez que je veux vous soutenir. Merci. Soutenir de comment? Merci. Vous n'aimez pas mon pays et comment vous pouvez me soutenir? Comment je peux visiter votre pays? S'il y a quelque chose que vous n'avez pas suffisamment réussi dans cette émission, c'est de ne pas... Déjà, vous semez la haine entre nous. Aujourd'hui, on n'a pas ce discours de Hutu Tutsi. Moi, je suis appelée Tutsi parce que je suis rescapée. Bien sûr. J'ai une étiquette. Et je rappelle le livre Rwanda 1994, parole de rescapé. Madame, merci beaucoup. Madame Mouakazi, merci d'avoir participé à cet échange et merci pour ce devoir de mémoire que vous permettez à votre pays de perpétuer et pour rendre hommage aux frères
aux frères et sœurs rwandais qui ont été injustement assassinés. Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs, c'est le livre dont vous êtes aussi l'auteur. Vous préparez d'ailleurs un autre livre à paraître sur le Rwanda. Merci Patrick Mbeko d'avoir été notre invité. Gratien Oudékinkiza, vous êtes aussi, vous écrivez, j'ai 3 écrivains autour de cette table aujourd'hui. Trahison au Burundi, c'est le titre du livre que vous venez de publier. Et d'ailleurs, vous êtes en train de finir un autre livre à paraître dans les semaines et mois qui viennent. Merci. Merci. C'est donc, mesdames et messieurs, la fin de notre émission, que je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Si vous voulez suivre à nouveau cette émission, allez sur www.nca-tv.com et surtout, abonnez-vous massivement. Merci à vous. Merci. Merci.